Je suis là. T'inquiète. Regarde, je mets au pied au bec. Les drapeaux, le bleu, blanc, rouge, on y va. Pour cette grande réunion. Et voilà, monsieur le ministre, président de la métropole, président délégué de la région, mesdames et messieurs. Mes chers amis, tout ce que j'aime, vous me l'offrez une fois de plus. Merci. Merci parce que ce sont ces temps-là, surtout dans les temps que nous vivons, qui comptent tellement. C'est-à-dire ces moments où nous ressentons toutes et tous une immense anxiété. On sent bien que tout va mal. Sauf à Nice où ça va un peu mieux que partout ailleurs sur la planète. Et naturellement, vous retrouvez dans votre immense diversité les élus depuis Saint-Martin-Vésubie, Colomar, Belvédère, jusque naturellement dans l'ensemble de notre conurbation du littoral, en passant par le monde de la culture, mon cher Daniel Benoît, mon cher Lionel Bringuier. Ce matin, c'était ton neveu qui nous a joué au violon cet hymne si touchant pour Yom HaShoah devant le mur des déportés sur la colline du château. Grande famille Bringuier de la musique. Jusqu'au monde du sport, mais bien nombreux à être engagés dans ce bénévolat. Merci à notre grand président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River. Jean-Pierre, on a gagné contre Angers. 3 points. Tu lâches plus rien, hein, parce qu'on est tout près, hein. Tout près. Tout près de la Champions League. Et une fois de plus,
à minima européen. Tant de fois tu nous as donné cette fierté ces dernières années. C'est ça aussi l'illustration de l'Église. Alors je sais que vous vous dites un truc ce soir. Vous dites, mais il nous a jamais invités comme ça fin avril. C'est vrai que c'est pas un vrai rendez-vous traditionnel. Il y a les vœux, il y a le moment, cher Pierre-Paul, où avec les amis du maire, on part en vacances au mois de juillet, on se boit un petit coup de rosé sous les oliviers à Cimier. Puis il y a la grande rentrée sur la coulée verte au mois de septembre. Et cette année, naturellement, ça va être le grand départ. Vous l'imaginez bien, de ce qui nous attend pour mars 2026, qui va être un feu d'artifice, je vous le promets. Mais en même temps, lorsque je vous invite, c'est plutôt pour vous parler de l'évolution de la ville, de son état de santé, de celui de notre société niçoise, de ce que nous avons à faire. Oh, ne vous inquiétez pas trop, on va avoir plein d'occasions dans les jours, dans les semaines qui viennent. Rien que la semaine prochaine, 30 avril, livraison des clés au secrétaire des Nations Unies pour accueillir au mois de juin le plus grand sommet de la planète face au réchauffement climatique dans la Méditerranée. Mais avant ça, notez que sur les coups de 11h, 11h30, vous serez tous conviés parce que je ne donnerai pas les clés pour 15 jours au secrétaire général des Nations Unies sans avoir d'abord donné la clé aux Niçoises et aux Niçois de ce qui sera la plus grande salle de spectacle, de séminaire, de congrès en bord de mer, dans un décor extraordinaire que vous allez découvrir, que vous allez vous approprier et qui vous permettra désormais, pendant les années qui viennent, d'avoir un lieu de culture, un lieu d'événement tel que nous n'avions jamais eu au bord de la mer Méditerranée à Nice. En même temps, vous dire que quelques jours plus tard, ça sera la livraison, après que Jean Médecin ait déposé la première pierre de la voie Matisse en 1952, vous appartenez à la génération des Niçoises et des Niçois, même si certains appartenaient déjà à celle de 52, qui achèveront la sortie de la voie Matisse en tunnel, où 30 000 véhicules jour vont sortir naturellement, sans feu rouge à Grinda et sans que nous ne soyons coincés. En saluant, je veux le dire, tous les maires de la métropole qui se sentent concernés. Mon cher Régis avance, parce que quand les Vansois viennent travailler à Nice le matin, pour ensuite rentrer chez eux le soir, c'est un peu compliqué. Philippe Rat, au Broc, quand les Niçois vont travailler dans la zone d'activité de Carrosse-le-Broc, c'est un peu compliqué pour eux de sortir le matin. Tout ça, ce sont des verrous qui vont sauter. Et puis, naturellement, on va enchaîner tout ça jusqu'à la fin de l'année avec la grande coulée verte, saison 2. Monsieur le maire de Saint-Laurent-du-Var, cher Joseph, qui nous rejoint si discrètement. Madame la sénatrice Patricia Desmar, vous pouvez donner un relevé, vous venez d'une autre réunion, qui a beaucoup plus de monde ici que du côté du palais de la préfecture. Ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien de le dire. En même temps, on va continuer derrière à livrer ce grand lieu de culture, cher Daniel, chère Nathalie, avec la nouvelle bibliothèque Louis Lucera, totalement recomposée, et cette ouverture sur le pont Barla, et puis tant d'autres choses, puisque c'est l'avenue Notre-Dame, c'est le boulevard de Riquier. Allez, tout ça, on en parlera le moment venu. Mais naturellement, alors que nous allons avec les élus de la ville, les élus de la métropole qui sont ici, vous présenter dans quelques jours, dans quelques semaines, à la fois le compte administratif 2024, quelques crédits supplémentaires que la loi de finances de François Bayrou nous a donné l'opportunité
de voter dans de meilleures conditions notre budget 2025 que la loi Barnier ne nous l'aurait permis, nous nous retrouvons dans une situation absolument remarquable, avec d'abord un compte administratif 2024 qui démontre à quel point nos finances solides, à quel point nous avons une capacité d'investissement qui augmente encore de 10% par rapport aux années cumulées pour soutenir l'activité économique et les investissements réalisés dans nos communes. Et puis, naturellement, aussi une situation de capacité de remboursement de notre dette qui passe en moyenne, je vous le dis quand même, de 14 années l'année dernière à environ 6 années, 7 années, c'est-à-dire que peu de revenus et peu de développement en France peuvent remonter cela. Mais je ne vous ai pas invité pour dérouler tout ça, qui naturellement prendrait le temps que cela prend. Non, j'ai voulu, parce que je vous rencontre tous les jours, avec ce qui se passe sur la scène internationale, avec la guerre à nos frontières, avec la montée de l'antisémitisme, avec la guérilla qui est montée contre tous les gardiens de prison, avec les attaques régulières à nos policiers, à nos gendarmes, au refus d'obtempérer, avec la remise en cause de notre justice. Et je veux saluer tous ces grands commis de l'État qui, naturellement, doivent avoir notre soutien dans ces moments où nous craignons pour eux, pour leurs familles, comme nous craignons pour les piliers de notre République. Merci à vous tous, en tout cas, de tenir, de ne pas avoir peur et d'avoir le sentiment réel qu'une immense majorité de Françaises et de Français sont derrière vous, tout comme je veux remercier mon administration municipale et métropolitaine qui, par rapport à tout ce que je vous ai dit en introduction, est là pour permettre à tous nos entrepreneurs, à tous nos décideurs, à tous nos hôteliers, chers Lionel, à tous nos professionnels du tourisme, à tous nos industriels, que l'activité soit extrêmement soutenue chez nous. Oui, merci à notre grande et belle administration municipale et de notre. Mais ce soir, c'est de cette crise profonde qui vous inquiète dont je veux parler. Ça fait des années que je consacre mon énergie à ma vie. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous dire que je vais passer à autre chose. Mais il y a une crise profonde. Et si je veux continuer à être là pour vous protéger, en même temps, je veux qu'on regarde ensemble tout ce qui ne va pas et tout ce dont la France a besoin pour que nous puissions lui redonner la place qui est la sienne dans le monde. Tiens, on est en train de se dire, d'un coup, Estrosi se remet à faire un peu de politique. J'en ai jamais été trop éloigné, je me suis consacré à la vie et je vais continuer à le faire. Mais voyez-vous, face à une crise aussi profonde, il n'y a que deux postures possibles. Ou on fait le dos rond, on attend que ça passe, c'est-à-dire la posture de 1939, et on voit où ça nous a conduit. Mais l'histoire nous apprend qu'on a toujours tout perdu en France quand on s'est résigné. Ou on se redresse, on se retrousse les manches et on se relève. On fait l'union sacrée autour de la France et au-delà de nos différences. Et c'est ce que je voulais faire ce soir, en saluant toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines. On s'appelle les radicaux, l'UDI, le MoDem, les républicains, et je veux saluer toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui, alors qu'on a tenté de les mettre à plat, sont en train, dans cette élection interne, de montrer qu'ils sont en train de se redresser dans un grand et beau débat dans cette famille qui était ma famille d'origine et qui, au fond de mon cœur, le reste. En gros, toutes les forces du centre et de la droite, avec Horizon, avec Renaissance,
et avec tous ceux qui, dans la société civile, veulent rejeter les extrêmes tout simplement. Ils ne veulent à aucun moment les voir émerger en 2026 ou en 2027. Et je vous le dis, en étant un homme libre, un homme de droite, qui soit fidèle à ma famille, à Nice et à la France, je vous le dis en gaulliste, profondément gaulliste. J'étais gaulliste sous De Gaulle. Et quand l'autre jour Thomas Soto sur RTL me disait alors, vous êtes toujours macroniste? Et j'ai dit je suis pour ma ville, je travaille pour Nice, je travaille avec tous les présidents, avec tous les gouvernements. Quel est celui de mes concitoyens qui comprendrait que je ne parle pas à tel ou tel ministre parce qu'on ne pense pas forcément tout pareil. Mais si j'étais gaulliste sous De Gaulle, je suis resté gaulliste sous Pompidou, je suis resté gaulliste sous Giscard d'Estaing, je suis resté gaulliste sous Chirac, je suis resté gaulliste sous Mitterrand, je suis resté gaulliste sous Sarkozy, et je reste gaulliste sous Macron. Point final. En gaulliste, ça choisit toujours le chemin du redressement, le chemin de la lutte, le refus du déclin. Ce n'est pas parce qu'à Nice ça va mieux qu'ailleurs que je vais rester les bras croisés. Il faut qu'on se bouge pour réformer ce pays, pour renouer avec la prospérité, pour retrouver notre rang. Ce pays a besoin de nous, les amis. Il a besoin de vous. C'est de cela dont je veux vous parler ce soir. Je pense que les Niçois ont quelque chose à apporter à la France et qu'il y a un modèle niçois dont on pourrait s'inspirer pour la France. Et vous savez, je pense que dans ce pays, il faudrait qu'on écoute un peu plus les gens d'action et un peu moins certains parlementaires. Je dis bien certains, Patricia, parce que je sais que tu es une grande sénatrice et combien tu nous représentes avec talent, tout comme Dominique qui doit nous rejoindre tout à l'heure. Mais un peu moins certains parlementaires qui commentent, s'agitent, chahutent, mais ne font rien en réalité. Mes amis, le sursaut viendra du terrain, j'en suis convaincu. Notre pays, depuis trop longtemps, travaille empêché. Ces chaînes nous condamnent aujourd'hui à l'impuissance. Et demain, si on ne change rien, à la soumission. Et il faut en finir avec ce suicide français. Et puis, vous savez quoi? Je pense que ça se joue d'abord ici, la tête, et ici dans le cœur. Il y a, à mon sens, 3 urgences. Rétablir l'autorité de l'État, briser les chaînes bureaucratiques qui nous entravent, nous libérer de la dette qui nous empêche. Alors on pourrait espérer un sursaut, une renaissance française. La première des urgences, c'est de rétablir l'autorité de l'État. Partout en France, tous les jours, l'autorité de l'État est défiée. On vient de passer encore un cran. S'attaquer aux gardiens de prison jusque chez eux, c'est leur dire on vous atteint quand on veut, où on veut. Et c'est nous dire à tous, c'est nous qui avons le pouvoir. Je ne cesse de dénoncer depuis des années le narcotrafic, qui est un narcoterrorisme. Il y a quelques jours à Rennes, on tire en pleine journée au milieu des gens. C'est cela la triste réalité. Et aujourd'hui, tous les jours, on tente d'assassiner sur le fond de trafic de drogue. C'est-à-dire que nous voulons pour nos enfants, eh bien, parents. Il faut se battre, et ce n'est pas avec les armes de la paix qu'on parviendra à gagner cette guerre contre la drogue, qui est désormais le principal fléau en matière d'insécurité dans notre pays. Avec Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, j'ai l'impression qu'on a enfin fini avec le monde des bisounours et donné des chances, enfin, à notre pays. À condition que ce ne soit pas que des discours. Certes, la nouvelle loi contre le narcotrafic est une bonne nouvelle.
Elle reprend des mesures que nous réclamions, beaucoup d'entre nous depuis longtemps, avec notamment la création d'un parquet national spécialisé. Elle va dans le bon sens en tapant là où ça fait mal, au portefeuille et en s'attaquant au blanchiment. On les connaît, tous ces commerces qui n'ont pas un client et qui pourrissent la vie de ceux qui, au pied de leur immeuble, et il y en a beaucoup d'entre vous qui me le disent, sont confrontés à cela avec des boutiques où il n'y a pas un client, mais où il y a du trafic toute la nuit. Ça fait des années que je bataille contre eux. Et jusqu'ici, pour obtenir une fermeture administrative, cher Anthony Boré, formidable premier adjoint en charge de la sécurité, c'était la croix et la bannière. Et bien avec ce texte, dès que les décrets d'application seront pris, normalement, plus maintenant. Enfin ça, c'est si les préfets prennent leurs responsabilités. Et j'espère pouvoir compter sur le nouveau préfet. Mais comme on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, je continuerai à me battre pour que les maires puissent avoir le pouvoir de fermeture administrative dans les prochains textes à venir. Madame la sénatrice, monsieur l'ex-député, mais futur député, cher Philippe Pradal. Cette loi a vraiment elle montre les muscles, notamment en prison. Et il est temps. Aujourd'hui, c'est plus confortable, au fond, de gérer son réseau depuis la prison. On n'est plus exposé dehors que dans une pièce où on a tout le confort. Imaginez-les, ils sont tranquilles, dans leur bureau de businessman, avec leur téléphone, l'ordinateur, et pour les moments de pause, la PlayStation. Oh, des fois, tu te demandes, comme elle dirait Noël Bernard, s'ils ne sont pas mieux en prison que dehors pour nourrir et faire tourner leur réseau. Moi, je leur ferai bien une autre ordonnance aux narcoterroristes et une sévère. L'isolement total. Et quand je dis total, c'est total, qu'ils ne puissent plus parler à l'extrême. Ça, ce n'est pas une prison. Cette loi est un bon début si elle est appliquée. Il faut aller plus loin. Déployons les militaires pour tenir les points de deal. Aujourd'hui, on les démantèle le matin, et je salue l'action du parquet, je salue l'action de la police judiciaire, de nos policiers, de nos magistrats, et l'après-midi, les dealers sont de retour, comme nous avons pu le voir après le drame, avec cette famille de 7 personnes qui a brûlé vivre au 7e étage d'un immeuble à moins de 150 mètres du préfet des Alpes-Maritimes. Ça ne serait pas la même chose s'il y avait nos militaires avec leurs FAMAS devant les points de deal, qu'on s'en prenne aussi, enfin aux consommateurs. Ça suffit, l'impunité, plus de consommateurs, plus de trafic. On doit les obliger à se soigner. Et si ça ne suffit pas, un petit tour en prison pour eux aussi. Enfin, selon les familles qui profitent du deal, on en a déjà expulsé 200 à Nice, cher Anthony. Et je remercie le procureur de la République qui, à chaque fois que nous avons demandé cette expulsion, nous a donné raison, ainsi que les magistrats du tribunal de Nice. Et croyez-moi, on continuera tant que ce sera nécessaire. Mais je veux qu'on aille plus loin. On travaille en ce moment même avec le procureur et la caisse d'allocation familiale pour qu'on puisse couper les allocations aux familles de trafiquants. Ils profitent du deal, et bien qu'ils assument. Je suis un maire de Cuba, je l'assume, et oui, je pense que la France devrait s'inspirer de ce qu'on fait ici, chez nous. Si Nice ne devient pas Marseille, c'est parce que nous